Dash, artiste solo, signé sur le label Flyman Vision. Troisième album qui arrive là, Bandana et Purple Haze, dans les bacs le 31 mars. Et voilà, hein, beaucoup de mixtapes, beaucoup de projets, une plutôt longue carrière pour mon âge. Et voilà. Ok. Et avec du recul, quel regard tu portes sur ton dernier album, donc Enfant Soldat? Ouais. Comment tu perçois les choses aujourd'hui par rapport à cet album? Bah, c'est un album qui a fait son taf et un album qui devait absolument voir le jour parce que j'avais pas mal de trucs à dire au sujet de mon passage de l'Afrique, Congo, RDC à Paris, l'Europe, Babylone, tous ces bails. Donc voilà, il fallait que je vide mon sac sur ce projet et puis je suis content d'avoir fait ce projet avec des morceaux super intimes, des featuring inattendus comme le morceau RDC Blood Diamond avec ma mère. Et voilà, c'est un album, je pense, qui restera dans le temps. Est-ce que tu penses qu'il a été accueilli à sa juste valeur par le public? À sa juste valeur, bah, on ne sait pas, c'est quoi la juste valeur? Moi, je voudrais que tous mes albums ils fassent disque d'or, platine et tout. Donc on ne sait jamais ce que c'est la juste valeur. En indépendant, on a fait un score de 4000, 5000. Voilà, c'était plutôt encourageant. Tu as vu, j'ai jamais reculé dans mes ventes, j'ai toujours fait de plus en plus. Donc vis-à-vis de mon cursus indépendant et de ce qui était posé sur la table en termes de bif et tout, je pense que c'est tout à fait honorable et ça me donne la chance de revenir avec un autre album. Après, c'est clair qu'on attend toujours, on espère toujours plus. Même le jour où je ferai 80 000, je serais dégoûté de ne pas avoir fait 100 000, tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc ton projet s'appelle Bandana et Purple Haze. Yeah. Donc c'est en référence à un certain mode de vie. Yes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce titre-là En fait, Bandana et Purple Haze, c'est deux ambiances. C'est le côté street, tu vois, avec la référence du bandana. C'est un truc qu'on met beaucoup en avant depuis l'époque de mon premier groupe, Ultimatum. On a toujours gardé ce côté rue, ce côté spontané, agressif, tu vois. Et Purple Haze, c'est une référence à la marijuana et à comment aujourd'hui on écoule notre stock, notre merchandising, nos produits dérivés. Comment aujourd'hui on est obligé de faire un petit peu de l'illicite dans cette musique, se débrouiller pour pouvoir survivre. Donc c'est à la fois l'inspiration, la rue, la bœuf et à la fois le mode de vie et la façon de penser du délire. Ok. Et au niveau des sonorités, est-ce que tu peux nous parler un peu des compositeurs avec qui tu as travaillé et quelle ambiance tu as voulu donner à l'album dans sa généralité? Bah, l'ambiance générale, je voulais un truc très spontané. Après, si tu regardes l'ambiance générale du CD, il y a beaucoup de sons trap musique, ambiance sud, des sirènes West Coast et tout. Et après, tu as quelques ambiances aussi New York. Voilà, j'ai voulu vraiment travailler avec les beatmakers avec qui je bosse depuis quelques années, c'est-à-dire Treshku, Sick, Eric Christie, Deka qui avait fait la prod de Bandana Music, Levé l'encre aussi. Et voilà, ils m'ont fourni du gros son. Après, je me suis aussi entouré de Twister, un jeune beatmaker, beaucoup de jeunes beatmakers qui ont bossé sur mon album. Je voulais de la couleur fraîche, quoi. Je voulais du son frais et pas le style de son qu'on entend aujourd'hui à la radio, du moins dans le rap français, quoi. Plutôt rester sur les critères Quinry. Donc sur le Titi Mogo remix, je crois que c'est Jack Mani sur le refrain qui dit ils veulent copier le Juice mais ils ne connaissent pas les G's. Ouais. Donc en tant qu'artiste du 9-1, comment t'expliques que, parce que ça fait plus de 15 années que le 9-1 sont dans la West Coast, dans le Down South, comment t'expliques aujourd'hui qu'à l'heure où la trap musique elle a pris tout le rap français quasiment, que le 9-1 n'arrive pas à placer un artiste en haut de l'affiche qui représente vraiment la musique qu'on défend depuis des années? Bah, comment j'explique ça? Moi je suis pas d'un point de vue auditeur, je te dirais que c'est les rares artistes du 9-1 qui ont été en maison de disque, ils ont explosé le score, tu vois. Je te parle de This Is La Peste, Diam, Cynic, ceux qui ont fait un stage en maison de disque et qui ont su bosser ça carré, ils ont tout niqué, tu vois. Maintenant, je pense que c'est juste une question de marketing. C'est juste une question de marketing. On a un département qui était pas du tout à la mode.
quand on a commencé le rap, je te cache pas que le 9-1, nous on nous mettait avec le 7-7, c'était presque la risée, tu vois, de venir du 91. Et nous on a construit un truc qui était beaucoup plus difficile, je trouve. On est arrivé comme les pionniers du département. On n'avait pas de grands pour nous dire, pour nous placer là-bas ou là-bas. Donc voilà, on a fait le taf qu'on pouvait. Maintenant, niquer le score et tout. Franchement, je te cache pas que c'est pas des questions que je me pose, parce que avec le nombre de rappeurs pourris qui ont niqué le score, si ça devait être ma référence pour dire qu'un bon rappeur c'est celui qui a niqué le score, on s'en sort pas, tu vois. Moi, depuis que j'ai commencé le rap, tous ceux qui vendaient c'était des vendus. Depuis que j'ai commencé le rap, depuis l'histoire du début du rap. Maintenant, on arrive là, milieu des années 2000, il se trouve que bon, maintenant il y a des gars qui kick aussi, qui vendent. Mais c'est quelque chose de super récent. C'est quelque chose de super récent dans le rap. Il faut pas qu'on fasse l'erreur des autres médias à mettre de la lumière que sur les vendeurs, parce que sinon, aujourd'hui, on va mettre de la lumière que sur ceux qui font du rap un peu édulcoré. Tu vois, nous, on a gardé toujours ce côté ghetto, ce côté rue, ce côté fou. Je te cache pas, dans le 9-1, c'est maintenant qu'on commence à nous comprendre. Et puis quand je te cite Diam, Cynic et DC's, on va dire c'est les flows les plus linéaires du 91. C'est les mecs qui rappent dans le 91, mais on dirait presque pas qu'ils sont du 91 dans leur style, tu vois. Donc peut-être qu'on a un style compliqué pour l'auditeur de base qui a dû éduquer au rap un peu moins violent, moins street et tout. Mais voilà, on fait notre bail et avec notre personnalité, on n'a jamais copié personne. Et je pense que ça, c'est tout à notre honneur. Maintenant, les histoires de vente, de machin, t'as vu, moi, mes artistes phares, mes artistes préférés, c'est pas les artistes qui ont vendu le plus de disques, tu vois ce que je veux dire. Alpha 520, j'ai beaucoup de respect pour ce mec-là. Pour moi, il a retourné l'industrie de la musique, il a jamais fait disque d'or. Mais dans la rue ou partout, quand tu cites Alpha 520, c'est une référence. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus son côté business. Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de disques et vendre beaucoup de disques en maison de disques et ramasser zéro oseille, tu vois. Nous, on reste connecté à notre business. Dédicace aux mecs comme LMC Click qui charbonnent sur les marchés, qui vendent des CD, des t-shirts, dédicace au Big Craft Tour, toute l'équipe Ghetto Fabulous Gang qui a fait ça à travers toute la France jusqu'en Espagne. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe, tu vois ce que je veux dire? Être au comment on dit, au fourneau et au moulin, tu vois. C'est-à-dire que l'artiste aujourd'hui, il doit plus se contenter que juste aller en studio. Après, il y a une maison de disques qui gère les bails. Parce qu'au final, quand les artistes ils se retrouvent en indé, ils sont totalement perdus, totalement égarés. Donc voilà, c'est du win-to-win. On produit, on écoule notre dope. Ok. Et tu utilises beaucoup l'argot du 91. Donc Mogoff, Loco, c'est quoi les G's, les bails, tout ça. Est-ce que tu penses aussi que c'est lié à ce que je t'ai posé comme question juste avant, le fait que en fait, ça reste trop fermé au niveau de la manière de parler, tu vois. Par exemple, toi encore, tu utilises quelques mots, mais on arrive à comprendre le sens. Ouais. Je sais que moi-même venant du 9-1, il y a certains langages que tout le monde ne peut pas comprendre. Est-ce que tu penses que c'est un frein justement ou il faut justement continuer à il faut y aller, il faut éduquer. Moi je suis pour l'éducation, tu vois. Il y a Fix qui parle souvent de edutainment, c'est éducation et entertainment. Pour moi le rap ça n'a jamais été la bibliothèque, tu vois. Les rappeurs qui rappent justement sans des expressions de la rue, pour moi je trouve ça trop étudiant, tu vois. Vraiment trop étudiant, trop simple. Voilà, tu vois, du jour au lendemain, B2O il est arrivé, il a sorti Moret, et ben voilà, les gens ils sont là, et il a ramené le marketing qu'il allait avec, il a fait les t-shirts, il a mis ça dans une chanson, il en a fait un refrain, et boum, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui c'est comme ça qu'on diffuse des expressions. Comment tu m'expliques que alors toute la France aujourd'hui dise boug, tout le monde dit c'est quoi les bails, tout le monde dit c'est quoi les dièses, si personne nous écoute, si le 9 ans on est les derniers de la classe, pourquoi tout le monde dit nos bails? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, c'est que après il faut voir dans son ensemble. Le problème que je trouve, je fais beaucoup d'interviews en ce moment et c'est tout le temps les mêmes choses, mais personne me dit comment ça se fait que le 9-1 vous vendez pas de CD, de ouf, mais vous avez réussi à populariser toutes ces expressions à travers toute la France, même jusqu'en Suisse. Je suis sûr que tu vas en Suisse, les gars ils vont te dire ouais c'est quoi les bails, c'est quoi les... Mais c'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de featuring sur cet album là. Comment tu t'opères en fait pour... après je pense que c'est les affinités tout ça. Ouais. Mais est-ce que c'est... Ma question en fait c'est...
comment tu dis que sur tel ou tel morceau, il faut tel artiste, comment tu as opéré pour... Bon, je ramène jamais quelqu'un qui n'apporte rien au morceau. Déjà par rapport au featuring, c'est une règle d'or que je me fixe sur les albums. Si je ramène quelqu'un, c'est parce qu'il a un univers particulier, une voix particulière, un flow particulier, quelque chose que moi-même je pourrais pas faire, tu vois. Donc à partir de là, c'était normal que je m'entoure de mecs comme Oxmo Puccino, Sir Samuel, Manu Militari, artiste numéro 1 au Québec, Canada. Ensuite, il y a Nak Mendoza, tous les Flocos, tous les Mangos, tous les boucs du 9-1 qui sont pointés, qui ont envoyé la purée sur Yemogo Remix. Et voilà, c'est quelque chose de très spontané. J'ai ramené Papillon aussi, j'avais envie de refaire le remix de Toussaint, un classique des années 90. Voilà, ça a été tout spontané. Tout l'album, je l'ai enregistré, je l'ai écrit au studio, tout l'album. J'ai tout posé là-bas. Et les featuring se sont faits aussi spontanément que les textes, tu vois. Les gens disponibles tout de suite et prêts à apporter quelque chose. Est-ce que tu peux me parler des morceaux que tu as mis en avant, notamment le morceau avec Oxmo, donc Personne. À un moment, tu dis un truc comme... en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça faisait longtemps que vous deviez faire ça, mais vous avez attendu que toi, tu mûrisses pour faire ce morceau-là. En fait, ça a été un concours de circonstances. Oxmo, j'étais parti le chercher en 98 devant Planète Rap pour Opéra Puccino. Je voulais qu'il pose sur la mixtape Ultimatum. Il m'a dit que c'est quelque chose qu'on allait faire plus tard, parce que là, il n'était pas vraiment dispo. Je te cache pas que sur le moment, j'étais vénère, mais voilà, le frérot, il est revenu vers moi plusieurs années après, à l'occasion de Taxi 3. On a gardé le contact. Et, pour moi, les choses se font naturellement. Je ne suis pas quelqu'un à aller forcer les gens. Faut que tout se fasse naturellement, tu vois. On devait poser ensemble pour La Vie de Rêve. Ça, c'est pas fait. On le fait là pour Bandana et Purple Haze. C'est mortel, voilà, tu vois. Pour moi, c'est la destinée, tu vois. C'est la destinée. La musique, c'est la destinée. C'est quelque chose qu'on a toujours fait instantanément, spontanément, en prenant du plaisir. Quand ça devient trop du calcul, quand ça devient trop prise de tête, c'est là que la plume est sèche, tu vois. Okay. Et les autres morceaux que tu as mis en avant, donc Gordon Ramsay, JFK, donc là, tout récemment Yemogo. Pourquoi c'est ceux-là que tu as préféré mettre en avant plutôt que d'autres? C'est les morceaux qui me parlent, hein. C'est les morceaux qui me parlent. Il y a le côté mélancolique de JFK qui rappelle un peu l'époque Ultimatum, ATK, tous ces groupes comme La Brigade et tout qui nous ont donné beaucoup d'adrénaline à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Mais après, le Gordon Ramsay, c'est un kiff perso, mais qui peut toucher beaucoup de monde parce que voilà, c'était inspiré du show télé Cauchemar en cuisine. J'ai réadapté ça, Cauchemar en cabine. Franchement, au niveau des singles, moi je les kiffe tous les morceaux, tu vois. Si c'était possible, j'aurais tout clippé, j'aurais tout mis en avant. Donc concrètement, c'est plus une discussion avec le staff, avec l'équipe Flyman, avec les radios aussi, Génération qui voulait absolument passer le son avec Oxmo dès le début de la promo du Bomal. Donc ça a été aussi un choix de la radio de l'envoyer à ce moment-là. Voilà, moi j'écoute les gens qui me donnent leur avis et en fonction de ça, on décide quel morceau mettre en avant, mais je les kiffe tous. J'ai pas mis les meilleurs morceaux devant et après il n'y a que des trucs de gaou, tu vois. Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Basket blanche, ça m'inspire l'époque ministère amer. Hein. Basket blanche cartonnée, tu vois ce que je veux dire? C'était 95200, c'était le dress code quoi, tu vois. Basket blanche, jean cartonné, c'était toutes les années 80, 93 jusqu'à au moins 98, 99, tu vois. Et c'est un délire qui colle vraiment au rap quoi, vraiment un délire, un style qui colle vraiment au rap et bien vu justement pour le nom du site, c'est un beau clin d'œil. Justement en référence à ça en fait. Yeah, bah ouais, c'est sûr, quand tu dis basket blanche, il y a le cartonné qui va avec, c'est sûr. Le mot de la fin? Le mot de la fin, booster le rap indépendant les gars, hein, ça va pas se faire tout seul. Les vues c'est bien, les j'aime c'est bien, les partages c'est un peu mieux, mais le mieux c'est vraiment d'aller booster, aller chercher le projet dans les bacs. Sur iTunes, c'est dispo en précommande.
Et puis voilà, même les médias, hein, vous n'êtes pas dispensés les gars, il faut aller soutenir les vrais boucs du terre-terre qui envoient du gros son. Et voilà, et puis surtout plus de chroniques, plus de... Je souhaite hein, pour cette année, pour le hip-hop, plus de chroniques, plus de sujets en profondeur à travers les médias hip-hop. Prenez le temps d'entrer dans les albums, écoutez les différents concepts. Cherchez pas que les featuring, cherchez pas que les beatmakers, allez chercher plus profond. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Ok, merci. On va te lancer dans la côte, damn la Kenja, damn la Kenja, damn. Tu peux chanter dans ta go, si le rap rapporte bien on va te lancer dans la côte, damn.